Publié depuis 2021 sur la plateforme Kadokawa Young Ace Up, The Summer Hikaru Died, ou Hikaru ga Shinda Natsu, est le tout premier manga de Moku Mokuren. Dès ses débuts, l'œuvre a créé un énorme bouche à oreille, autant au Japon qu'à l'international, au point de devenir l'un des mangas les plus marquants et dérangeants de ces dernières années. Son succès critique explose notamment lorsqu'il arrive en tête du célèbre guide Kono Manga ga Sugoi en 2023. Et ce qui intrigue autant les lecteurs, c'est cette façon très particulière de brouiller les frontières entre les genres. Présenté officiellement comme un manga d'horreur psychologique avec des éléments queer, The Summer Hikaru Died dépasse largement les simples catégories éditoriales, et a même eu droit à une adaptation animée en été 2025. L'histoire suit Yoshiki, un adolescent qui comprend progressivement qu'après avoir disparu une semaine dans la montagne, son ami d'enfance Hikaru n'est plus vraiment Hikaru. Quelque chose d'autre est de revenu à sa place, une entité inconnue ayant pris son apparence, sa mémoire et sa voix. The Summer Hikaru Died parle avant tout d'attachement obsessionnel, de désir, de dépendance affective et de la peur de perdre quelqu'un qu'on aime au point d'accepter l'inacceptable. Toute la relation entre Yoshiki et Hikaru est traversée par une queerness omniprésente, intime et profondément tragique. Et c'est précisément là que le manga devient fascinant à analyser parce qu'il semble constamment dialoguer avec Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Plus qu'une simple inspiration, plusieurs éléments donnent l'impression que The Summer Hikaru Died s'inscrit consciemment dans l'héritage émotionnel, queer et monstrueux laissé par Hunter x Hunter. Entre la représentation d'un lien fusionnel ambigu entre deux garçons, l'idée d'un amour confronté à l'inhumain, ou encore la manière dont la monstruosité devient une métaphore du désir et de la peur de l'abandon, les parallèles sont nombreux. Le premier élément le plus évident reste évidemment Master x Master, le manga préféré de Yoshiki et Hikaru. Franchement, le titre seul ressemble déjà à un hommage transparent à Hunter x Hunter. Ce X au milieu n'est pas anodin. Il est devenu indissociable de l'identité de Hunter x Hunter dans la culture manga. Mais ce qui rend la référence vraiment intéressante, ce n'est pas seulement l'esthétique du titre, c'est le contenu même du manga fictif. Yoshiki explique que dans le tome 1, Ron, donc le protagoniste de Master Master, quitte son île pour partir à l'aventure. Exactement comme Gon qui quitte l'île de la baleine au début de Hunter x Hunter pour devenir Hunter. Ah, tiens, au fait, ça t'embête si je viens lire la suite de Master Master chez toi, un de ces quatre? Je voulais continuer. Non, pas de souci. Tu t'es arrêté où? Au moment où Ron quitte l'île. C'est au tout début, ça. Autant dire que t'as rien lu du tout. Et à côté de lui, on a Tsumo, un garçon profondément attaché au protagoniste principal. La ressemblance avec Kirua est tellement forte que ça ressemble moins à une inspiration vague qu'à une réinterprétation volontaire. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde ce que Master Master représente pour Yoshiki lui-même. Parce que le manga insiste énormément sur son attachement presque obsessionnel à cette œuvre, il ne possède pas juste un tome parce qu'il aime bien. Non, il a plusieurs copies du tome 1, des posters dans sa chambre, il connaît parfaitement les personnages et il semble émotionnellement investi dans la relation Ron-Tsumo d'une manière très intime. Et quand on relie ça au fait que Yoshiki est explicitement amoureux d'Hikaru, la symbolique devient très forte. J'ai vraiment l'impression que Yoshiki voit une partie de lui-même dans Tsumo. Pas seulement parce que Tsumo rappelle Kirua, mais parce qu'il représente ce type de personnage qui aime silencieusement son meilleur ami avec une intensité presque douloureuse. C'est d'ailleurs exactement comme Kirua. Parce que ce qui rend la relation Gon-Kirua si particulière dans Hunter x Hunter, ce n'est pas juste leur proximité, c'est le déséquilibre émotionnel constant entre eux. Kirua centre littéralement sa vie autour de Gon. Son monde tourne autour de lui, ses émotions, ses peurs, ses décisions, son développement personnel, tout passe par Gon. Togashi écrit leur relation avec une intensité qui dépasse largement les relations amicales classiques du shonen. Et The Summer Hikaru Died semble parfaitement conscient de cette lecture. Le moment où le faux Hikaru compare directement sa relation avec Yoshiki à celle de Ron et Tsumo est extrêmement révélateur. Parce qu'immédiatement après, il dit à Yoshiki « Je t'aime ». Ce n'est pas un hasard narratif. La scène crée volontairement une chaîne symbolique. Ron, Tsumo, Gon, Kirua, Hikaru, Yoshiki. Autrement dit, le manga semble reconnaître explicitement quelque chose que Hunter x Hunter laissait ambigu. L'idée d'un amour entre deux garçons qui dépasse les catégories habituelles de simple amitié. Et honnêtement, ça correspond totalement à l'écriture de Yoshihiro Togashi. Togashi adore écrire des personnages qui brouillent les normes de genre, les dynamiques relationnelles et les codes classiques du shonen. Haruka en est probablement l'exemple le plus évident. Même si sa famille la mégenre constamment, Kirua respecte pleinement son identité féminine. Et ce détail est important parce qu'il montre que Togashi écrit déjà des personnages trans de manière étonnamment moderne pour un manga shonen. Même chose avec Hisoka, dont toute la sexualité est volontairement dérangeante et
fluide, ou encore avec Pufu, qui est totalement obsédé par Meruem, extrêmement codé queer. Mais c'est surtout dans Gon Killua que cette sensibilité apparaît le plus fortement. Togashi écrit leur lien comme quelque chose d'absolu, presque exclusif émotionnellement. Killua agit souvent moins comme un ami que comme quelqu'un profondément amoureux. Et c'est précisément là que The Summer Hikaru Died devient intéressant. Mokumokuren semble reprendre cette dynamique implicite pour la rendre complètement explicite avec Yoshiki et Hikaru. Le parallèle entre Hikaru et Nanika est aussi incroyablement pertinent. Les deux personnages sont des entités non humaines liées au souhait et au danger. Nanika vient du continent noir et Hikaru est une entité de la montagne. Aucun des deux n'est méchant au sens humain, ils agissent par amour ou par pulsion. Cependant, leur manière de le manifester passe par la distorsion de la réalité, les vœux. Chez Nanika, le coût d'un vœu est explicite, il faut satisfaire ses 4 demandes, sauf quand il s'agit de Killua. Chez Hikaru, c'est encore plus insidieux. Il réalise les désirs de Yoshiki ou des villageois par pure pulsion, mais cela dérègle l'écosystème local. Plus on demande à Hikaru d'agir, plus il s'enfonce dans le monde des vivants et plus le danger grandit. L'analogie est claire, jouer avec ces entités équivaut à manipuler une bombe atomique. Et ce qui est fascinant dans les deux cas, c'est que ces créatures ne comprennent pas complètement l'humanité au départ. Nanika découvre l'amour grâce à Killua. Hikaru découvre l'attachement humain grâce à Yoshiki. Ce sont des êtres monstrueux qui deviennent progressivement capables d'émotions humaines parce qu'ils aiment quelqu'un. C'est exactement ce qui rapproche énormément Hikaru, Yoshiki de Meruem et Komugi. Et là, le parallèle est presque troublant tellement les structures sont similaires. Meruem est une créature née pour dominer les humains. Hikaru est littéralement une entité inhumaine ayant remplacé un humain mort. Tous deux représentent une menace absolue. Pourtant, ils deviennent fascinés par une personne humaine précise, Komugi pour Meruem, Yoshiki pour Hikaru. Au début, cette fascination est presque incompréhensible pour eux. Ils pourraient tuer ces humains à tout moment. D'ailleurs, ils les menacent réellement. Meruem menace Komugi. Hikaru menace Yoshiki s'il révèle son identité. Mais malgré cette violence potentielle, ils deviennent incapables de s'éloigner d'eux. Pourquoi ? Parce que ces humains leur apprennent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, la valeur de la vie. Komugi humanise Meruem, Yoshiki humanise Hikaru. Je trouve aussi qu'il existe un parallèle très fort autour de la notion d'identité instable. Hunter x Hunter est une œuvre obsédée par les transformations. Les fourmis chimères mélangent plusieurs ADN, Pamu devient une hybride, Gon perd son humanité, Meruem devient plus humain, Gon devient un monstre. The Summer Hikaru Died reprend exactement cette logique à travers Hikaru. Parce que Hikaru n'est pas vraiment Hikaru, mais il possède quand même ses souvenirs, ses habitudes, sa voix et même certains sentiments. Yoshiki vit donc une situation psychologiquement monstrueuse. Il continue d'aimer quelqu'un qui est mort, tout en sachant que ce qu'il aime n'est plus réellement humain. Et c'est probablement là que les deux œuvres se rejoignent le plus profondément, elles utilisent la monstruosité comme métaphore de l'amour. Chez Togashi, aimer quelqu'un rend vulnérable. Killua abandonne tout pour Gon, Gon se détruit lui-même émotionnellement. Kurapika consume sa propre vie. Meruem perd son statut de roi parfait à cause de Komugi. Dans The Summer Hikaru Died, aimer Hikaru signifie aussi accepter quelque chose de destructeur. Yoshiki sait que cette relation est malsaine. Il sait que le vrai Hikaru est mort. Il sait que cette créature est dangereuse. Mais malgré tout, il reste. Parce qu'au fond, comme dans Hunter x Hunter, l'amour est présenté comme quelque chose de profondément beau, mais aussi terrifiant. Et j'ai une théorie, prenez-le comme vous voulez, mais je pense que Togashi s'est énormément inspiré de Banana Fish, une autre œuvre queer. Écrit et dessiné par Akimi Yoshida, ce véritable chef-d'œuvre a été prépublié entre 1985 et 1994 dans le magazine Betsukomi. À une époque où le shoujo était surtout dominé par les romances lycéennes légères et idéalisées, Akimi Yoshida a complètement cassé les codes du genre. Son style se distinguait par un réalisme brutal, des personnages psychologiquement complexes, une mise en scène sobre mais percutante, et des intrigues policières bien plus sombres que ce qu'on voyait habituellement dans les mangas destinés à un public féminin. Avec Banana Fish, elle plonge directement le lecteur dans les bas-fonds du New York des années 80. Guerre de gang, mafia corse, manipulation politique, drogue expérimentale et traumatisme liés à l'exploitation sexuelle des enfants. L'histoire suit Ash Lynx, un jeune chef de gang aussi charismatique que brisé par son passé, et Eiji Okumura, un étudiant japonais d'une douceur presque irréelle venu aux États-Unis pour un reportage photo. Dès leur rencontre, quelque chose d'unique se crée entre eux, et c'est justement là que Banana Fish devient révolutionnaire. Même si l'œuvre n'a jamais été officiellement classée comme Boys Love et qu'elle était publiée dans un magazine shoujo, la relation entre Ash et Eiji dépasse largement une simple amitié. Leur lien est traité avec une intensité émotionnelle rare
presque spirituelle. Eiji devient la seule lumière capable d'apaiser Ash, tandis qu'Ash représente pour Eiji une douleur et une noirceur qu'il refuse pourtant d'abandonner. Leur relation repose sur une confiance absolue, une dépendance affective mutuelle et un amour implicite qui traverse tout le récit sans jamais avoir besoin d'être explicitement nommé. Yoshihiro Togashi est un mangaka qui a toujours refusé les barrières des genres éditoriaux. Il a souvent répété en interview qu'il lisait énormément de shoujo manga et qu'il lisait même Fatal Hero, un boys love. Sa propre épouse, Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon, vient de ce milieu. Dans son œuvre précédente, Yu Yu Hakusho, il avait déjà écrit le personnage de Itsuki, ouvertement amoureux de Shinobu Sensui. Togashi adore les dynamiques de relations masculines intimes, complexes et codépendantes. Banana Fish s'est terminé en 1994, pile au moment où Togashi finissait Yu Yu Hakusho et s'apprêtait à concevoir Hunter x Hunter, lancé en 1998. Il est statistiquement et culturellement impossible qu'un auteur aussi curieux et branché que Togashi soit passé à côté du phénomène Banana Fish, qui a révolutionné la façon de mettre en scène l'amour entre deux hommes sans l'étiqueter officiellement comme du BL. La dynamique de Gon Killua est un miroir quasi parfait de celle de Ash et Eiji. On y retrouve exactement la même inversion des rôles et la même fascination mutuelle. Ash et Killua sont des enfants brisés. Ils partagent le même traumatisme. Ce sont des génies du meurtre, entraînés dès l'enfance par des figures abusives, Golzin pour Ash et la famille Zoldyck pour Killua. Ils ont les mains sales, connaissent la noirceur du monde et portent un dégoût profond d'eux-mêmes. Tous les deux cherchent désespérément une porte de sortie, une rédemption, ou simplement le droit d'être des adolescents normaux. Eiji et Gon sont la lumière pure. Eiji et Gon arrivent dans la vie de Ash et Killua comme des anomalies. Ils viennent d'un monde propre, la campagne japonaise pour Eiji et l'île de la baleine pour Gon. Ils sont d'une naïveté, d'une gentillesse et d'une clarté d'âme qui éblouissent instantanément Ash et Killua. Dans les deux œuvres, cette relation dépasse le cadre de l'amitié pour devenir une nécessité vitale, ce qui crée une tension dramatique insoutenable. Pour Ash comme pour Killua, leur lumière devient leur unique point faible. Si on touche à Eiji, Ash devient foudrage. Si Gon est menacé, Killua est prêt à sacrifier sa propre vie. Le twist génial de Togashi a été d'inverser la dynamique dans l'arc des fourmis. Gon, la lumière, sombre dans une noirceur absolue et autodestructrice face à Pito, laissant Killua, l'ombre, désespéré, pleurant toutes les larmes de son corps parce qu'il ne peut plus le sauver. C'est une réécriture de la tragédie de Banana Fish, où la violence du monde finit par rattraper et briser le duo. Blanca et Hirumi partagent la même vision cynique et déformée de Ash et Killua. Pour eux, ces garçons sont des prédateurs nés, des armes parfaites, et l'attachement humain est un défaut de fabrication dangereux. Blanca répète à Ash qu'Eiji vient d'un monde ordinaire, qu'il est un lapin, et que le maintenir dans l'univers de la mafia new-yorkaise va finir par le faire tuer. Blanca agit par une sorte d'affection tordue. Il veut protéger Ash de la souffrance de perdre Eiji, et protéger Eiji de la violence de Ash. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Les fans de Banana Fish, arrêtez-moi si je me trompe. Et Hirumi, lors de l'examen de Hunter, s'infiltre dans l'esprit de Killua et lui assène « Tu es un assassin, tu n'as pas besoin d'amis. Tout ce que tu feras, c'est jauger si tu peux le tuer ou non. Si tu restes avec Gon, tu finiras par le trahir. » Le message pour les deux est clair, ta nature profonde est de détruire. En t'approchant de la lumière, tu vas soit la brûler, soit te faire brûler. Ce qui est fascinant, c'est l'impact de ces menaces sur Ash et Killua. Aucun des deux n'a peur pour sa propre vie, ils s'en foutent de mourir, mais ils sont terrorisés à l'idée qu'il arrive malheur à leur moitié. Ash a carrément voulu se mettre une balle dans la tête pour sauver Eiji. Il va repousser Eiji à plusieurs reprises et tenter de le renvoyer au Japon, et Killua, à cause du conditionnement d'Hirumi et de l'aiguille, est programmé pour fuir dès qu'un combat devient trop dangereux, le laissant rongé par la culpabilité qu'un jour il laissera Gon se faire tuer. C'est le combat central de Killua pendant la moitié du manga. Briser l'emprise psychologique de son frère pour avoir le droit d'aimer et de protéger Gon.